Le village est en fête, car l'événement est d'importance. Femmes et hommes de toutes les générations sont regroupés autour de l'énorme baobab. Les tambours s'affolent. Les yeux du public sont tournés vers 3 effigies, 3 masques, assis, pour l'instant, au milieu de la foule. Des danseurs s'agitent pour inciter les 3 personnages à les rejoindre dans la danse. Les femmes chantent à tue-tête et battent des mains, encourageant les 3 masques à se lever, comme si leur avenir en dépendait. L'un des masques se lève et se lance dans une spirale folle jusqu'à l'étourdissement, jusqu'à la transe. Des gardes le bloquent et le protègent, mais le masque a dansé, donc il se plaît au village. Tous les signes sont maintenant réunis pour que l'année soit favorable, parce que, chez les Bolons, rien n'est possible si l'on ne communie pas avec les masques. Les Bolons sont originaires du nord de la Côte d'Ivoire. Au XVIIIe siècle, ils tentaient déjà de résister à l'emprise du roi Sékou Ouattara, à ses razzias et à son désir d'islamiser la région. Les Bolons migrèrent alors vers le sud-ouest du Burkina Faso, où ils tentent de perpétuer leurs coutumes ancestrales si particulières. L'univers des Bolons ? 5000 âmes, une vingtaine de villages, un microcosme perdu en bordure du Sahara. Cette terre pourrait être prolifique si les caprices de la nature ne mettaient régulièrement les habitants dans le doute. Chaque année, ici, on se demande si la saison prochaine sera décevante, satisfaisante ou catastrophique. Au mois de mars, les travaux des champs sont achevés. Les greniers sont nombreux dans le village, mais bien peu sont remplis à ras-bord. Il ne reste plus grand-chose à faire, si ce n'est patienter jusqu'au prochain hivernage. Chacun se limite aux activités de routine. L'une des activités majeures consiste à faire boire les bêtes un minimum. Sans que leur état soit alarmant, les animaux maigrissent. L'eau se fait de plus en plus rare. Il faut déjà rationner, mais veiller aussi à ce que chaque troupeau familial puisse s'abreuver un peu. Les habitants de Kayan vont devoir aborder les 2 mois les plus chauds et les plus secs de l'année. Rien n'est gagné. Les femmes ne chôment pas car l'enjeu de cette intersaison est double. D'une part, il faut nourrir la famille. L'ordinaire se compose d'une épaisse purée de mil, le tau, agrémentée d'une sauce, en fait un bout de viande rôtie ou de poisson bouilli. Les légumes verts, les fruits deviennent presque un luxe. L'autre enjeu est tout aussi important. Il faut trouver un peu d'argent liquide pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille ou pour acheter de l'eau si l'on ne la prend pas au puits. Mais pour cela, il faut soit avoir un surplus de denrées à vendre, soit piocher dans ses réserves et appâter le client. Et par ici, le seul moyen, c'est de vendre au marché. Le marché a lieu tous les 5 jours. Un marché sans électricité, comme dans le reste du village. Il faut s'installer tôt le matin, arborer le sourire et la bonne humeur de tout bon vendeur et patienter jusqu'au dernier moment. Même si l'achalandage n'est pas fourni ce matin, certaines élégantes un peu aisées ont les moyens de s'acheter quelques babioles un peu voyantes. D'autres retrouvent leurs amis pour faire la causette. Le marché est aussi fait pour cela. Au fond du marché où sont regroupés les vendeurs occasionnels, l'ambiance est un peu différente. On perçoit des regards nappés d'inquiétude. Les femmes étalent le produit de leur récolte de la veille ou vendent des portions de nourriture pour quelques centimes. On pourrait croire qu'elles ont amené leur cuisine au marché et qu'elles cèdent une partie de leur déjeuner. Il faut grappiller quelques sous car si l'on ne vend pas, il faudra reprendre le camion sans avoir acheté ou troqué ce que l'on espérait pour le lendemain.
La minuscule communauté Bolon n'a pas une vie facile, mais elle dispose d'un ambassadeur de qualité, un véritable défenseur de sa tradition, un homme avisé, sage et lucide, Raphaël. Les Bolons, c'est une ethnie qui est trop attachée à sa culture. C'est-à-dire que toute la coutume Bolon est autour du masque, qu'on appelle le dos. Le dos est le dénominateur commun de tout ce qui est coutume chez les Bolons. Les coutumes, les masques viennent de la brousse. Quand on fait venir ces masques de la brousse, chaque masque a un rôle pour protéger. Chez les Bolons, tout est organisé autour des classes d'âge. Dans tous les villages Bolons, vous allez trouver qu'il y a une classe qu'on appelle les Dobadés. Le Dobadé est très important dans la tradition. Dans le village, c'est eux qui gardent tout le secret. On dit même qu'on leur donne la clé du village. Dobadé signifie « enfant du grand dos ». Les défenseurs de l'ordre social Bolon. Ils sont les responsables de tout ce qui survient dans le village, de l'organisation des fêtes à la médiation en cas de litige. Ils sont les représentants des règles de vie habituelles et de la manière de les appliquer. Pendant ces quelques jours, les Dobadés vont avoir fort à faire. Veiller au bon déroulement du Korokiri, la célébration qui fait venir les masques de la brousse pour apporter leur protection au village. Mais avant le Korokiri, il faut que le village soit en paix avec lui-même. Par petits groupes, les Dobadés, précédés de flûtistes, parcourent le village pour rendre hommage aux Koro, aux anciens, à ceux de la classe d'âge qui les précèdent. À chaque endroit remarquable du village, les anciens se regroupent et attendent les Dobadés. Il faut que chaque classe d'âge rende hommage aux autres. Les plus anciens seront les premiers honorés. Ainsi, le village retrouvera sa sérénité. Soudain, une sorte d'arbuste fait son apparition. C'est le surkuba, un masque qui s'introduit dans le village et vérifie tout ce qui ne va pas. Il est armé d'un bâton pour corriger les fautifs. Les flûtistes honorent les ancêtres Bolons qui vivent dans le sol en y versant quelques gouttes de dolo, la bière de mille. Un second masque vert fait irruption. Celui-là semble plus agité et déterminé à jouer du bâton. Les hommes qui ont un péché sur la conscience ne doivent en aucun cas croiser un surkuba. Les femmes mariées ou nubiles non plus, sous peine de prendre quelques coups, coupables ou non. Elles sont curieusement absentes du village en ce moment. Les Dobadés poursuivent leur chemin vers un autre carrefour où les villageois ont préparé du dolo en abondance pour les anciens. Le dolo, la bière de mille. Elle est aujourd'hui l'unité de compte dans la célébration. Plus elle coule à flot, plus vibrant est l'hommage rendu à la sagesse des vieux. Elle est aussi une amende évaluée en litres lorsque les vieux infligent une punition. Enfin, un beau cadeau que chacun apprécie sans modération. Le quartier s'est copieusement cotisé pour faire plaisir à son troisième âge. Et la distribution dure jusqu'au bout de la journée. Pourtant, certains anciens, prudents et prévoyants font quand même leurs réserves pour que la fête se prolonge jusqu'au bout de la nuit. Les calebasses volent en tous sens pour rejoindre le site de ravitaillement sans que les buveurs aient à se déplacer. C'est une sage précaution pour certains. Dans un autre quartier, des masques de fibres déambulent dans des ruelles et des places étonnamment vides. Ceux-là cherchent noise à tout ce qui bouge, à tel point que les masques verts eux-mêmes préfèrent quitter la place.
Les masques de fibres sont interpellés par un vieux qui leur adresse la parole. Mais les masques ne répondent pas. Les masques ne parlent jamais. Ils agissent. Les masques s'approchent et se couchent sur les jambes du vieux. Il leur adresse quelques mots comme pour les rassurer. Peut-être n'y a-t-il pas autant de gens fautifs que cela dans le village, semble dire le vieux. Calmez-vous. Les trois masques écoutent le vieux sans mot dire, puis se relèvent et repartent de plus belle dans leur chasse aux mécréants présumés. Des adultes appartenant à une classe d'âge plus jeune que les Dobadé, des défenseurs de la tradition Bolon, se sont regroupés à un autre carrefour. Ils portent la hache symbolique de leur classe. Ils dansent avant de se former en procession pour se diriger vers la place centrale du village. Là-bas, si tout se déroule au mieux pendant la journée, ils accueilleront le grand Koro, le libérateur, celui que tout le monde attend. Et l'ambiance ne cesse de monter. Un groupe de jeunes est rassemblé aux abords du village. Ils sont les Sekisho, la classe des gardiens du village. Chez les Bolons, on reste Sekisho pendant 7 ans, avant de devenir Dobadé. Les Sekisho assurent la sécurité dans les villages. Pendant le Korokiri, ils doivent se déplacer torse nu, une obligation qui ne plaît guère à ces jeunes, mais les Sekisho doivent respecter la coutume. Le groupe se dirige vers un point précis, que les masques verts semblent aussi rejoindre. Les masques verts se ruent vers le pied d'un arbre, que les Sekisho veulent protéger. Des grands éclats de voix jaillissent. Un groupe de tout jeunes enfants s'est accroupi au pied de l'arbre. Les bambins vont recevoir une initiation. Leur regard laisse transparaître l'inquiétude. Ici, on va vous casser la tête. On va vous tuer. Si vous dites aux fans que vous avez vu les masques, vous allez tous mourir. Il y a des enfants qui ne veulent pas garder le bétail des parents. Il y en a d'autres qui ne font rien à l'école. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Il faut marcher droit. Alors on va appeler les masques. Et ils vont vous tuer. Venez les masques. Attends, masque. Attends, si l'enfant accepte d'obéir, toi, masque, tu ne tueras pas l'enfant. Si tu rentres à la maison, est-ce que tu vas dire que tu as vu le masque? Non. Est-ce que tu sais où habite le masque? Tu diras pas que c'est moi qui t'ai interrogé. Non, je dirai pas. Et si tu dis quelque chose, attention. Alors maintenant, jure et crache. Crache encore. Crache encore. Regardez bien. Voilà, je creuse la tombe dans laquelle je vais vous enterrer si vous dites aux fans que vous avez vu le masque. Pas d'accord? Tiens, le masque, viens là. Et punis le gamin. Finalement, les gamins s'en tirent par une frayeur. Mais quelle frayeur! Une trace indélébile dans l'esprit de ces enfants qui n'oublieront pas de sitôt le pouvoir des masques. Mais, de leur côté, les Sekisho auraient-ils fait des bêtises, puisque maintenant ce sont eux que les masques poursuivent? Nous sommes en train de faire à ce que les jeunes prennent conscience de ça. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça disparaisse. Mais tenez-vous bien, entre hier et aujourd'hui,
il y a quand même toujours des petits changements. Mais pas des changements à l'encontre, non. Mais il faut faire avec. On ne peut pas appliquer strictement comme hier. Le groupe des jeunes gardiens du village se dirige vers la rivière et le masque vert n'est pas loin. Leur parcours les conduit vers un fétiche qu'ils doivent contourner. Le masque les suit. Même si dans le cortège, certains semblent prendre cette cérémonie à la légère, ils n'oseraient pas s'en absenter. Des années d'initiation dans la tradition Bolon, leur appartenance à une très petite communauté ont insensiblement forgé leur mentalité. Le Korokiri et les masques font partie de leur vie. Ils ont imposé leur présence et leur influence. Une épreuve attend les Sekisho. Ils comparaissent devant leurs aînés, les Dobade. Les gardiens du village sont face aux gardiens du dogme. Venez par là et tenez-vous tranquille. Les Sekisho approchent, pas vraiment rassurés, et les critiques commencent. Tout ce que l'on vous demande, c'est que la fête se passe bien. Tout ce qui se passe ici, vous en êtes les responsables. Et ça ne va pas. Il faut faire un effort. Est-ce qu'il y a une façon de se présenter? Pas de chapeau. Retirez les chapeaux. Et retirez les chaussures. Ici, c'est nous les patrons. Vous n'avez rien à dire. Les Dobade reprochent aux Sekisho d'avoir mal fabriqué les masques verts et de ne pas respecter la ponctualité des rites. Ils leur demandent de préparer l'arrivée du grand Koro et finissent par leur dire de foutre le camp. Les gardiens du dogme sont même obligés de leur indiquer le chemin rituel pour se rendre vers la place centrale. Les jeunes n'ont pas bronché devant les critiques. Ces simagrées ne semblent pourtant pas de leur époque. Mais pour la plupart d'entre eux, l'avenir est inscrit dans ce village. Ils occuperont la maison de leurs parents, reprendront leur champ, se marieront, vivront et mourront ici. Notre coutume, nous sommes forts aussi avec ça. C'est ce qui fait, quand on s'assoit là, c'est pas ce qu'on voit dehors là. Il y a des moments où on va s'asseoir pour se dire la vérité. Que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit les relations avec l'extérieur. Il y a un moment où les gens se parlent, où il n'y a pas d'étrangers. On se dit les 4 vérités. Et là, c'est très important pour nous. Et la culture est comme une loi législative pour nous. Qu'il faut se regrouper, se dire la vérité. Les Dobade sont fiers de leur sortie face aux Sekisho. Mais une épreuve les guette, eux aussi. Les Koro, les anciens, les attendent. Autant régler les comptes tout de suite. Et pas de chapeau ici. Et ceux qui sont souvent grands-pères se retrouvent devant leurs aînés en classe d'âge pour rendre des comptes sur leurs activités au village. Ce qui se passe ici, au village, c'est pas bien. Vous les jeunes, vous faites n'importe quoi. Vous pensez tout savoir, vous ne savez rien. Et toi la vache là, pas accroupi, viens ici. Et les vieux de répéter qu'il faut faire mieux, rester ensemble et que ça va changer une fois de retour au village. Il y a encore une part de jeu dans ces chicotages entre générations, mais il y a surtout la possibilité, une fois par an, de calmer les rivalités, les jalousies et les conflits larvés. Dans cette minuscule communauté dont on a peine à sortir, il faut un exutoire, et le Korokiri est l'opportunité indispensable. Devant certaines accusations qui leur semblent injustes, les papis tentent de se défendre, mais rien n'y fait. Les vieux ont toujours raison, et l'on ne discute pas leur autorité. La structure sociale des Bolons se maintient ainsi depuis des siècles. La communauté des hommes semble en paix avec elle-même. Les villageois peuvent se diriger vers la place centrale pour accueillir le grand Koro. À partir des années 53, vous avez eu la mission catholique qui est arrivée. Avant les années 53, il y avait la religion musulmane.
Et dans les années 70, 75, 76, vous avez aussi des protestants qui sont venus. Mais tenez-vous bien, quand vous êtes à Kayan, il y a une fête de Korokiri, ou il y a une fête de Yongala, vous allez voir les jeunes, il y a la mobilisation. Pourquoi cette mobilisation? Les gens se disent que la tradition là, il faut tenir. Ça dit, il ne faut pas dire je suis musulman, je suis protestant, je suis catholique, mais il faut tenir ensemble. C'est très important pour les Bolons et pour le village même de Kayan. Alors maintenant, après ça, tu peux aller dans ton église et voir ce qui se passe. Tu peux aller à la mosquée, tu peux aller chez les protestants. Mais on veut qu'au moment qu'il y ait cette fête de dos là, que tout le monde suive. Ces pratiques ne sont pas du goût de tout le monde. Dans l'après-midi, le muezzin appelle à la prière devant la petite mosquée. Une quinzaine de fidèles a répondu à l'appel et se prépare pour la prière du soir. C'est bien peu de monde. L'islam n'a pas vraiment réussi à percer dans le village de Kayan. Les Bolons ont fui l'islamisation, quitte à se réfugier dans une région très défavorisée. Ils souhaitaient se tenir à l'écart de toutes ces influences. L'islam et la chrétienté ont quand même tenté une percée. Mais que faire devant une telle foule et une telle ferveur? Devant cette conviction pour des pratiques dites d'un autre âge? L'imam du village tente de répondre. Il y a 80 musulmans qui viennent prier ici. 70 sont du village et il y a 10 étrangers. Il est sûr que ces rites traditionnels existaient bien avant que notre religion ne s'installe ici. Mais ce serait mérité si notre religion et nos pratiques étaient respectées pendant le déroulement de tels événements. Et puis, il y a d'autres circonstances dans l'année où il faudrait mettre toutes ces coutumes de côté. De plus, pour être un bon fidèle musulman, il ne faut pas participer aux rites coutumiers du village. En clair, la coutume devrait exister, mais personne ne devrait y participer. Si l'on pose la question au curé ou au pasteur, les réponses sont toujours aussi ambiguës. Le grand Koro arrive au village. Le grand Koro symbolise le génie de la brousse qui va emporter avec lui tous les maux du village. Raphaël dirait, il est le vent contre les maladies. Les femmes sont absentes de la célébration. Enfin, elles ne sont pas loin, mais elles se cachent au moment où le grand Koro apparaît. Elles ne doivent pas voir le masque. Le grand Koro se déchaîne. La frénésie avec laquelle il danse est un signe révélateur. Les hommes lui ont demandé d'emporter au loin tous les maux du village, de faire la place aux bonnes influences, d'exercer sa protection. Danseurs et musiciens accélèrent encore le rythme, jusqu'à atteindre une sorte de folie collective. Le grand Koro s'incline vers le sol pour rendre hommage aux anciens. Dans un geste encore un peu plus phallique, on agite ce sexe de feuilles pour solliciter la venue d'un Koro femelle qui apportera avec elle la fécondité. Une renaissance fertile en vue de la prochaine récolte. Le Koro femelle ne tarde pas à faire son apparition. Les deux grands masques s'enlacent avant de retourner vers la brousse à laquelle ils ont toujours appartenu. La femme Bolo, les gens ne voulaient pas s'approcher. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de mythe. Avant, on disait que si tu fais l'amour avec une femme Bolon, tu diminues de quelques centimètres. Ça, c'était ce que les gens disaient. On a vu que ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens ont des enfants avec des femmes Bolon. Ils n'ont jamais diminué d'un iota de centimètres. Ils sont là, au contraire. Et on dit, souvent même, on nous dit que si tu maries un Bolon, tu deviens pauvre. Quand même, entre nous. Hein? Les gens sont pauvres à Bobo, ils sont pas mariés des Bolons. Les femmes, très absentes jusqu'à maintenant, se montrent dans le village. Ce sont d'abord les fiancées. Certaines le sont depuis longtemps, parfois même depuis leur plus tendre enfance. Mais Raphaël affirme que les mariages arrangés n'existent pratiquement plus. 3 fiancés se sont regroupés avec des amis qui les accompagnent au domicile de leurs fiancés pour leur rendre hommage.
Les colibets vont bon train entre gamines, jusqu'au moment où il faut ouvrir la porte. La fiancée s'accroupit sur le pas de la porte. La meilleure copine se chargera de réciter le compliment à sa place et d'offrir le dolo. Mais il n'y a personne à l'intérieur. Le fiancé doit être ailleurs pour l'occasion. La copine récite quand même le compliment, retourne la calebasse de dolo et... le rituel est respecté. Les jeunes filles repartent en cortège vers un autre domicile où elles trouveront porte close ou personne à l'intérieur. Les mariages arrangés peuvent ainsi attendre quelque temps ou longtemps. La tradition s'est adaptée, mais elle est respectée. Les mères de famille, elles aussi, doivent se soumettre à une tradition. Elles doivent se mettre en paix entre elles et avec les hommes. Équipées de quelques dizaines de litres de dolo, les tendres épouses, par petits groupes, parcourent le village quartier par quartier. Elles attrapent tout ce qui leur tombe sous la main comme époux et les harcèlent pour obtenir des sous. Elles offrent du dolo à une gente masculine déjà très portée sur le breuvage depuis ce matin, avant de passer à l'acte. Une vieille femme récite un compliment de circonstance et 2 calebasses vides plus tard, les maîtresses de maison partent à la recherche d'une autre proie. Pour toutes les tâches qu'elles accomplissent à longueur d'année, pour toutes les nuits qu'elles passent à la maison, pour tous les enfants qu'elles élèvent, les femmes peuvent aujourd'hui exiger une rançon, la rançon du lit. Et elles le font de très bon cœur. Les hommes donnent quelques pièces, parfois des petits coquillages, des coris qui ont encore cours par ici. Et le butin sera réparti entre toutes ces tendres mégères. Ce soir, elles auront accumulé 90 €, une petite fortune à Caillan. Je vous dis sans vous cacher, le Bolon est riche en culture. Cela fait aussi que le Bolon, ça sans vous mentir, n'est pas tellement aimé dans les autres ethnies. Ça, il ne faut pas qu'on se cache. Mais ça ne dit rien au Bolon. Mais le Bolon n'est pas le seul à avoir des masques. Vous avez les Bobos, vous avez les Touchiens, vous avez les Siamo au Burkina Faso, qui a le masque. Mais le Bolon a une autre histoire. Que des gens disent bien du Bolon, les gens disent du mal, et moi je trouve que c'est tout à fait normal. À 60 km plus au sud, un village Sénoufo, une ethnie forte d'1,5 million d'âmes, réputée pour la beauté et la force de ses masques. Les Sénoufos sont les descendants de cet empire de Ouattara qui a chassé les Bolons de leurs terres au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, les 2 communautés cohabitent dans la région. Ce vieux chef parle des origines des Sénoufos et du mystère qui entoure le voisin Bolon. Le vieux explique qu'en arrivant ici, ils ont trouvé des Bolons dans le village de Lassuru. Personne ne connaissait leur origine. Il n'y a pas eu de lien entre nous, dit-il. Pas de mariage ni d'amusement quelconque. Nous n'avons pas les mêmes mœurs. En fait, toute leur rivalité tribale se résume en ces quelques phrases. Les plus jeunes reprennent le discours de porte-malheur, de non-respect des habitudes, d'ignorance des rites de chacun, de crainte aussi du pouvoir des masques des autres. Le vieux insiste sur le fait que les Bolons ont des coutumes auxquelles les Sénoufos ne participent pas, qu'ils ont même des fétiches que les Sénoufos ne voient pas, qu'ils ne respectent pas les traditions. Mais de quelle tradition parle-t-on? Les 2 communautés, si proches en distance, s'ignorent ainsi depuis des décennies.
Des fétiches et des porte-bonheur de toute taille et de toute forme, plus ou moins discernables pour un non-initié, il y en a des dizaines au cœur du village Sénoufo. Aujourd'hui, les anciens rendent hommage à certains d'entre eux. Dans chaque maison, il y a un gris-gris précieusement conservé. D'une pièce haut perchée, un homme a sorti un crâne d'antilope, puis une lienne, 2 boules de terre et de poils. Les anciens savent que ce fétiche a protégé le village contre les innombrables razzias qui s'abattaient dans la région. Les villageois savent aussi que, comme les masques Sénoufo, ces gris-gris sont des trésors en péril, victimes des voleurs et des antiquaires. Certains d'entre eux sont exposés à la vue de tous, en plein village. Alors on essaie de protéger ces objets pour eux-mêmes, mais aussi pour préserver leur pouvoir. Quand les gens partent voir nos masques, quand les gens voient comment on enterre nos morts, quand les gens voient comment on fait nos funérailles, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils disent qu'il y a un mythe entre les bolons qu'on ne peut pas entrer, qu'on ne peut pas creuser. C'est pourquoi nous, on veut que les gens voient ce que le bolon fait. C'est-à-dire que cette jalousie que je vous parle là, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se méfient vraiment des bolons. Ça, je vous dis, je ne vous cache pas. Il y a des gens qui se méfient vraiment des bolons, qui ne veulent pas rentrer, qui ont peur même de s'approcher à nos masques. C'est les mêmes coutumes, c'est les mêmes masques, qu'il n'y a rien qui est néfaste sur les bolons. Le pouvoir des masques. Tout le monde souhaite le minorer, mais tout le monde en parle avec gravité. Le pouvoir de ce qui vient de la brousse. On le trouve aussi chez les Dozo, la confrérie des chasseurs. Le chef du clan regroupe les membres, tous habillés de cuir, fin prêts pour ce qui promet d'être une grande partie de chasse. Chez les chasseurs d'Ozo, tout semble rythmé par des coups de fusil, enfin, presque des coups de canon. Une battue ne saurait avoir lieu sans un rituel préalable. Les chasseurs ont apporté un crâne d'antilope cheval, l'animal que tous aimeraient abattre, s'il en restait encore quelques-uns dans la région. Les villageois, prévenus du départ en brousse des chasseurs, se regroupent sur la grande place du village. En fait, tout le village est là. Le crâne d'antilope est amené au centre de la place où le rituel va se dérouler. En récitant quelques formules dont il a le secret, en versant quelques gouttes de dolo, l'officiant réveille l'âme de l'animal. Un homme s'est agenouillé, main dans le dos. L'officiant soulève le crâne et le fait tourner autour de la tête de l'homme. Il lui transmet la personnalité, la force de l'antilope cheval. L'homme saisit le crâne et se redresse lentement. L'homme, devenu antilope, se dirige vers la foule, imitant le comportement de l'animal. La foule, pas très rassurée, se tient à distance respectable. Mais, surgissant de nulle part, les chasseurs sont là.
L'antilope n'a pas résisté à la malice et à l'adresse des chasseurs. Les augures sont excellentes pour la battue qui s'annonce. Les musiciens consacrent l'événement et les villageois pourront fêter cette bonne nouvelle jusque tard dans la soirée. Le lendemain, à l'aube, les préparatifs s'achèvent. La cérémonie de la veille a rassuré tout le monde et on se plaît à imaginer que le tableau de chasse sera copieux. Les hommes ont repéré quelques belles pièces dans le coin. Il faudra se mettre en groupe pour les coincer. On distribue quelques victuailles et des allumettes indispensables pour faire rapidement griller le gibier sur place. Le faisandage n'est vraiment pas une bonne idée dans cette région surchauffée. Une quinzaine de chasseurs a été pressentie pour cette battue. Les hommes doivent donc partir en groupe et chasser ensemble. Le chef de chasse répartit les rôles. À peu de choses près, tout le monde est d'accord. Et les premières battues sont mises en place. Le village doit attendre 1 ou 2 jours avant le retour des chasseurs. La responsabilité des hommes partis en brousse est énorme. Comme les récoltes n'ont pas été à la hauteur des espérances cette année, les gibecières doivent revenir bien remplies au village. Ce sera autant de gagner sur la nourriture pour la saison, peut-être même pour grappiller quelques sous au prochain marché. Mais pour l'instant, le village souhaite à sa façon bonne chance aux futurs héros. Deux jours plus tard, les chasseurs sont de retour. Le chef d'Ozo attend ses hommes avec impatience. Mais le groupe fait grise mine. Le tableau de chasse n'est pas très encourageant. Un cabri, des rats musqués, c'est à peu près tout. La force de l'antilope cheval n'a pas suffi pour récompenser les chasseurs. Le pouvoir du masque n'a pas vraiment opéré. Il faudra croire un peu plus fort encore pour que la prochaine battue soit prolifique. Mais cela n'empêche pas les hommes de partager le tableau de chasse. Ce matin, les parts sont insignifiantes, mais personne ici n'oserait recevoir plus que son camarade. Croire au pouvoir des masques, invraisemblable au XXIe siècle. Et pourtant, lorsque la terre est à ce point ingrate, lorsque l'eau se fait rare, lorsque les solutions demeurent introuvables, la coutume garde toutes ses forces, car elle est l'ultime recours. Ces deux femmes vont au puits. Mauvaise surprise, il n'y a plus d'eau. L'une d'entre elles rentre au village avec une bassine d'eau à moitié remplie, l'autre avec l'outre et la corde. Mais elles partageront le contenu de la bassine.
En ce mois d'avril, il n'y a pratiquement aucune chance pour que la pluie survienne. Au mieux, elle sera là fin mai. Tous les villages de la région ne peuvent s'enorgueillir d'avoir un bout de rivière qui coule en permanence tout au long de l'année. Et encore, si l'on regarde bien au pied des arbres, le niveau de l'eau est encore en dessous du niveau de l'année dernière. Dans cette région, il tombe 40 cm d'eau par an, comme dans le sud de la France, mais sur 4 mois et en une trentaine de pluies seulement. Ce n'est pas tant le manque d'eau ou la stérilité des sols qui pose problème ici, mais plutôt l'imprévisibilité et la violence des précipitations qui balaient les sols et ruinent les calculs des paysans. À quelques mètres de là, une pompe archi-fatiguée achemine le précieux liquide vers des champs qui ne devraient pas exister, car la manne n'est pas encore tombée du ciel. Les champs ont été divisés en minuscules parcelles. Chaque mètre carré de terre est irrigué en prenant soin de ne pas faire circuler l'eau trop vite car elle emporterait la couche de terre fertile, ou de ne pas en laisser pénétrer suffisamment, ce qui ferait griller les semences en quelques heures. Quelques kilomètres plus loin, la retenue d'eau. Elle promettait tout un équilibre pour les villages alentours. La largeur de la berge en dit long sur la situation. Les éleveurs viennent une fois par jour abreuver leurs troupeaux. Eux-mêmes se rendent compte qu'il ne faut pas trop tirer sur la ficelle et qu'il faudra plusieurs mois avant que le marigot ne se reconstitue. Et encore, s'il s'agit de véritables trompes d'eau comme l'an dernier, le barrage débordera en quelques jours. L'eau ne pourra pas imprégner le sol et le ravinement sera encore plus dévastateur que la sécheresse. Un peu plus loin encore, des jeunes pataugent dans une eau jonchée d'herbes et de plantes aquatiques. La tâche est rude, mais on a trouvé une solution à 4 problèmes. Avec ces herbes, on peut nourrir les bêtes, humidifier les potagers, fertiliser une part des champs, mais aussi sauver un peu d'espace pour une autre activité essentielle à la survie des familles. Dans ce même marigot, une grosse poche d'eau a subsisté entre les herbes. L'espace est quand même suffisant pour pêcher. Au filet ou à l'épervier, les problèmes restent les mêmes. D'abord, il faudra beaucoup de patience pour démêler les filets. Mais surtout, il faut s'accommoder d'un mal récurrent. En cette saison, les eaux sont basses et la température proche de 60 degrés dans la journée. L'eau surchauffée n'oxygène pas les poissons correctement et leur asphyxie est inévitable, rendant leur consommation aléatoire. Quant aux produits de la pêche, il suffira probablement à nourrir la famille aujourd'hui. Après ça, vient le grand moment qui est le Kourkiriba. Le Kourkiriba, c'est très important dans tous les villages boulons. Le Kourkiriba, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fête qui prépare le début de l'hivernage. C'est une fête que les Dobadés, dans tous les villages boulons, on demande au Kouro l'hivernage, comment ce sera l'hivernage, qu'est-ce que la pluie qui va venir. On demande à tous les ancêtres, les génies qui viennent de la brousse là, pour qu'on ait une bonne hivernage, qu'on ait une bonne pluie. Le village de Kayan est maintenant prêt pour la grande fête. L'arrivée des génies qui vont, par leur entrée dans le village, rassurer les habitants sur leur avenir. Tout le monde veut en être le témoin. Les premiers à s'approcher sont les Songari, les gardiens des masques. Les masques de fibres décorés de cori viennent au devant des tambours. Ils prennent des postures bienveillantes, annonciatrices de bonnes nouvelles. Les villageois les accueillent, dansent avec eux. Les femmes sont maintenant bien présentes et leur emboîtent le pas. Puis vient un masque en bois à 2 faces.
Les deux aspects du personnage inquiètent un peu les femmes car, si le dos du personnage est bon enfant, le devant est doté d'un énorme sexe dont il aimerait bien se servir. Et le bougre part à la conquête de la jante féminine, soucieux qu'il est de leur annoncer tant de bonnes nouvelles. Les Sangharis, les gardiens des masques, font le tour du village pour que chacun soit informé que les génies vont arriver. Ils recherchent la complicité des villageois. Et pour rassurer un peu plus la population, ils ouvrent le chemin vers la maison des masques à ces génies bienfaisants qui vont s'installer auprès des villageois le temps de l'hivernage. La foule est maintenant rassemblée pour accueillir un curieux personnage, Pété, le masque rouge. Un masque minuscule, aux postures invraisemblables. On a peine à comprendre comment le marionnettiste est installé. Couché sur le dos, tenant à la main des bâtons qui traversent les manches, Pété, porté par 4 gaillards, se contorsionne en tous sens et harangue la foule pour annoncer l'arrivée imminente des génies. Femmes et hommes sont maintenant regroupés dans une même frénésie pour acclamer celui qui est le plus proche de la hyène et du buffle. Rares sont les occasions de voir le masque rouge venir danser ainsi dans le village. Cette année, le besoin de chance est encore plus pressant. En provoquant la venue de Pété, les chefs traditionnels ont souhaité faire le maximum pour que les vœux de chacun soient exaucés. Au moment où le masque rouge regagne la brousse, chacun sait que les masques blancs vont se présenter. Le grand moment est arrivé. Les 3 masques sont là, assis pour l'instant. Ils symbolisent 2 grands animaux, la hyène et le buffle. Avec eux, la chance et la prospérité vont s'installer au village si les masques acceptent de danser. Tel est le signe que chacun attend. Les Sangharis sont les premiers à danser. Les femmes les encouragent et battent des mains à tout rompre. Puis vient le tour de la hyène dorée. Tout le monde connaît ce formidable danseur, mais aujourd'hui, personne ne doit le reconnaître car, à cet instant, il est le génie protecteur. Le masque se lance dans un tourbillon de gestes jusqu'à perdre l'équilibre. Des assistants l'interrompent avant qu'il n'entre en transe, car ces génies de la brousse ne doivent pas faire de divination. Mais le danseur n'en ressort pas moins épuisé. Masque du buffle, masque de femme dansé par des hommes. Les danseurs n'appartiennent pas à une caste d'initiés. Ils ont juste vu les anciens danser ainsi, et ils les ont imités. Ils ont fabriqué ces masques. Ils les conservent précieusement. Et lorsque vient le jour du Korokiri, ces hommes prennent sur eux-mêmes une part de la responsabilité collective pour apporter bonheur et protection. Aujourd'hui, ils portent l'espoir de tous. La force de la coutume et le pouvoir des masques sur le peuple bolon ne font aucun doute à cet instant. S'il y avait aujourd'hui un doute ou un peu de crainte dans certains esprits, ce serait dans la tête de Raphaël, et cela concernerait l'avenir, le plus lointain possible, des Bolons. Qu'est-ce qui pourra se faire demain, dans les 10 ans à venir, dans les 20 ans à venir? Est-ce que, après quand on va tout balayer chez les Bolons, c'est fini? Est-ce que nous-mêmes, on aura quelque chose? Parce que c'est un point fort pour nous, notre coutume. La crainte, c'est quoi? Qu'on va tout puiser et que nous-mêmes, on n'a plus de pouvoir demain. Ça, vraiment, j'ai peur de ça.
Mon espoir est que toujours nos coutumes, le fait qu'on accepte l'ouverture, que cette ouverture nous donne quand même des relations qui peuvent rester entre nous, pour que vraiment des gens puissent savoir qu'est-ce que c'est le bolo. Le bolo ne peut pas rester dans sa rue. Oui, toi, petit bolo là. Non, non, non. On veut qu'on vit avec les gens. On veut que les gens viennent nous voir, qu'on aille voir que ces coutumes-là puissent nous apporter quelque chose, mais que l'essentiel reste.